Certaines découvertes anciennes ont été si perturbantes que, après avoir été trouvées, elles n'ont pas vraiment été expliquées. Elles ont été réduites, reclassifiées, poussées vers les marges. Parce qu'une chose est de trouver une ruine, une autre est de trouver quelque chose qui rend l'histoire incomplète. Aujourd'hui, vous allez voir 7 découvertes anciennes réelles qui restent mal à l'aise à ignorer. 7 cas où le problème n'a jamais été seulement ce qui est apparu, mais ce qui s'est passé après. Parce que, parfois, l'effacement ne vient pas comme une destruction. Il vient comme le silence, comme la négligence, comme une découverte transformée en curiosité inoffensive pour que personne n'ait besoin de remanier le tableau entier. Et c'est le schéma troublant de cette vidéo. Ce ne sont pas seulement des objets étranges. C'est le fait qu'ils existent, persistent, défient les explications totales et pourtant semblent toujours maintenus à une distance sûre. Comme s'ils pouvaient être montrés, à condition de ne jamais être poussés jusqu'aux dernières conséquences. La première découverte est petite, assez petite pour tenir dans une vitrine, assez petite pour sembler sans importance, mais assez étrange pour exposer un vide inconfortable au cœur du monde romain. Dispersés dans différentes régions du ancien empire romain, ont surgi des objets creux en bronze avec 12 faces, des trous circulaires de taille variée et de petites saillies à chaque sommet. Ce sont les soi-disant dodécaèdres romains. Ils n'ont pas été trouvés une seule fois, ce ne sont pas une pièce isolée, ce n'est pas un hasard. Ils sont apparus à plusieurs reprises en différents points du territoire romain. Et le plus troublant, c'est ceci. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servaient. Les hypothèses existent en abondance. Objets rituels, outils de mesure, instruments symboliques, artefacts liés à la religion, pièces de prestige, démonstrations d'habileté métallurgique. Le problème, c'est que rien ne s'encadre complètement. Et c'est ce qui rend le cas si inconfortable. Rome a laissé des inscriptions, une législation, une architecture, une monnaie, des images, une administration, un registre de guerre, un registre de pouvoir. Mais sur ces objets spécifiques, le silence reste presque absolu. Et c'est ici que commence le véritable thème de cette vidéo. Quand quelque chose du passé ne s'encadre pas bien dans l'explication dominante, il est rarement détruit aux yeux de tous. La plupart du temps, il est domestiqué. Cela devient une curiosité. Cela devient une excentricité. Cela devient un mystère sympathique. C'est ainsi qu'une anomalie cesse de menacer la narration. Elle continue à exister, mais perd de sa portée. Sauf que le problème reste là. Si une civilisation si bien documentée a produit des dizaines d'objets coûteux, élaborés et répétés, et pourtant nous ne savons toujours pas ce qu'ils étaient, alors peut-être que la faute n'est pas dans l'objet. Peut-être qu'elle est dans notre certitude prématurée que nous avons déjà compris le monde antique mieux que nous l'avons vraiment compris. Mais les dodécaèdres ne sont encore que le commencement. Parce que si un petit objet suffit à exposer une lacune, qu'arrive-t-il quand l'échelle cesse d'être celle d'un artefact et devient celle d'une œuvre souterraine entière? En 1992, en Chine, des habitants ont décidé de drainer des lacs locaux qui étaient considérés comme trop profonds, presque sans fond. Ce qui est apparu dessous n'était pas naturel, ce n'était pas un accident géologique. Et ce n'était pas non plus facile à encadrer dans aucune catégorie confortable. Ont surgi des cavernes artificielles monumentales, sculptées dans du grès, avec des colonnes de soutien, des parois inclinées, des escaliers taillés et des marques d'outils répétées dans une régularité presque obsessionnelle. L'ensemble est devenu connu sous le nom de caverne de Longiou. L'estimation la plus prudente suggère quelque chose autour de 2000 ans d'antiquité. Le problème, c'est que l'âge en soi ne résout rien. Qui a commandé la construction? Avec quel objectif? Comment une intervention de cette envergure a-t-elle produit si peu de mémoire documentaire proportionnelle à l'effort qu'elle a exigé? Pourquoi ces cavernes ne s'encadrent-elles pas proprement dans des catégories telles que carrières, tombeaux, réservoirs, mines ou espaces cérémoniels conventionnels? C'est le type de découverte qui irrite toute narration linéaire.
Parce que les œuvres monumentales devraient laisser des traces monumentales. Main-d'œuvre, hiérarchie, planification, prestige politique, registre. Mais, à Longview, la masse physique semble plus importante que l'ombre historique qu'il en reste. Et quand cela arrive, surgit une expression qui semble expliquer mais repousse simplement « mystère archéologique ». Sauf que appeler quelque chose un mystère archéologique peut être juste une manière élégante de reconnaître une défaite partielle. Nous avons trouvé l'œuvre, mais nous avons perdu le scénario du monde qui l'a produite. Et de nouveau, l'effacement apparaît subtilement. Pas besoin de démolir la découverte. Il suffit de la entourer de distance, de la traiter comme une exception, d'empêcher qu'elle ne contamine des questions plus grandes. Mais Longview est encore sur terre ferme, appartient encore à l'espace des grandes œuvres souterraines. La découverte suivante défie quelque chose d'encore plus élémentaire, la logique même du lieu où elle a été construite. En Micronésie, près de l'île de Pohnpei, existe un ensemble archéologique qui semble avoir été placé au mauvais endroit. Canaux, îlots artificiels, murailles, structures de pierre, tout érigé sur un récif de corail. Cet endroit, c'est Nan Madol, et cette seule description serait déjà suffisante pour provoquer l'émerveillement. Mais elle est encore petite face à la question centrale. Comment une ville ancienne a-t-elle été construite là? Nan Madol n'est pas une rumeur. Ce n'est pas un mythe transformé en exagération moderne. C'est un vrai site monumental, formé par des dizaines d'îlots artificiels et des structures érigées avec des colonnes de basalte extrêmement lourdes. Le malaise commence quand on observe la logistique impliquée par tout cela. Comment transporter des matériaux si massifs? Comment les positionner sur un environnement de récif? Comment soulever des structures de cette ampleur sans métal, sans machines et sans les ressources techniques que nous considérons aujourd'hui comme indispensables pour imaginer une œuvre comme celle-ci? Il est important de dire ce que ce cas ne signifie pas. Cela ne signifie pas que la construction était surnaturelle. Cela ne signifie pas que l'impossible s'est produit. Mais cela ne signifie pas non plus que la réponse soit simple. Et c'est peut-être exactement ce qui rend Nan Madol si troublante. La découverte est réelle, le défi technique est réel, et la marge de certitude reste limitée. Le public moderne aime sous-estimer les sociétés anciennes chaque fois qu'elles construisent en dehors du modèle attendu. Quand l'exploit semble trop grand, trop lointain ou trop sophistiqué, surgit un réflexe automatique, transformer tout en folklore, légende locale ou excentricité périphérique. Et ce réflexe est une forme d'effacement, parce que le site continue de se tenir debout, mais sa puissance intellectuelle est rabaissée. Nan Madol continue de se tenir là comme un rappel humiliant que le passé n'a pas l'obligation de sembler compatible avec notre confort. Certaines structures survivent justement pour nous montrer que l'histoire humaine est moins droite, moins prévisible et moins bien distribuée que l'école nous a appris à l'imaginer. Mais Nan Madol conserve encore la majesté de l'ensemble. La découverte suivante est plus cruelle, parce qu'elle nous arrive cassée, dispersée, incomplète, et peut-être à cause de cela encore plus défiante. À Pumapunku, en Bolivie, une partie du complexe monumental de Tiwanaku, le malaise ne vient pas seulement de la précision des blocs de pierre. Il vient du fait que nous regardons un casse-tête colossal qui n'a peut-être jamais atteint le présent entier. Tiwanaku a été l'un des plus importants centres cérémoniels et politiques du monde andin pré-Inca. Ces constructions témoignent d'une maîtrise impressionnante de la planification, de l'alignement spatial, du drainage et de la taille de la pierre. Mais Pumapunku occupe une place spéciale parce que sa fragmentation augmente le mystère au lieu de le réduire. Pendant longtemps, ces pierres ont été utilisées dans des récits d'exagération. Le problème de ces récits, c'est qu'ils nuisent au point le plus sérieux. Le vrai impact de Pumapunku n'est pas de dire que ces pierres sont impossibles. C'est de reconnaître qu'elles restent difficiles à interpréter complètement. Des blocs manquent, les connexions définitives manquent, les registres écrits de l'intention des constructeurs manquent, et il y a des indices que le monument lui-même n'a peut-être jamais été achevé.
Cela change la nature de la difficulté. Les archéologues ne tentent pas de reconstruire juste une ruine. Ils tentent de reconstruire une intention interrompue. Ils tentent de deviner le dessein final de quelque chose qui est peut-être resté inachevé depuis le début. Et c'est l'un des scénarios les plus inconfortables de l'archéologie, parce qu'un monument incomplet est, par définition, plus difficile à lire qu'un monument terminé. Il garde des possibilités qui ne se sont jamais figées en forme définitive. Pumapunku est troublant parce qu'il prouve que les fragments humilient aussi. Parfois, il ne faut pas une ville entière pour défier ce que nous croyons savoir. Il suffit de suffisamment de pierres pour montrer que le passé dominait des techniques, des décisions esthétiques et des solutions de construction plus complexes que l'imaginaire moderne ne l'autorise généralement. Et de nouveau, l'effacement n'a pas besoin d'être dramatique. Il suffit de réduire le site à une discussion secondaire. Il suffit de le garder entouré de caricatures, d'exagérations et de désinformation, parce que cela empêche la question plus sérieuse de prendre de la force. Qu'est-ce que nous ne comprenons exactement pas ici? Mais les pierres peuvent encore être mesurées, scannées, comparées, modélisées. La découverte suivante est pire, parce qu'elle n'est pas seulement l'architecture, c'est le langage. Et pourtant, nous restons à l'extérieur. Sur l'île de Pâques, le monde a découvert quelque chose qui aurait dû occuper une place centrale dans l'histoire intellectuelle de l'humanité, mais a survécu comme une énigme presque sans voix. Ce système s'appelle Rongorongo. Des glyphes inscrits sur quelques planches et objets qui restent indéchiffrés à ce jour. Le simple fait que nous ne puissions toujours pas les lire serait déjà suffisant pour rendre le cas notable. Mais le malaise va bien au-delà de cela. Pendant longtemps a plané un doute décisif sur le Rongorongo. Aurait-il surgi de manière indépendante chez les habitants de Rapa Nui, ou serait-ce une création ultérieure, influencée par le contact européen? Cette question est explosive pour une raison simple. Si l'écriture a vraiment été inventée là de manière autonome, alors nous sommes face à l'une des rares inventions indépendantes d'écriture dans toute l'histoire humaine. Des études récentes ont ravivé cette possibilité en analysant la datation de quelques planches. 3 d'entre elles cadrent avec des chronologies plus tardives. Mais une a présenté du bois datant d'avant l'arrivée européenne à l'île. Cela ne résout pas tout, parce que du bois ancien peut être réutilisé. La science n'explique pas complètement le cas. La marge de doute persiste. Mais c'est justement cette marge qui rend tout plus troublant. Parce que suffisamment a déjà été révélé pour empêcher le rejet précipité, et suffisamment manque encore pour empêcher la conclusion définitive. C'est l'un des mystères les plus brutaux de cette vidéo. Nous ne parlons pas seulement d'un texte que nous ne savons pas lire. Nous parlons de la possible survie mutilée d'une tradition intellectuelle entière, d'une forme d'enregistrement qui a peut-être presque disparu avant même d'être comprise par le reste du monde. Et quand il ne reste presque rien, l'histoire tente à se fermer faute de matière. Le silence commence à sembler naturel. L'oubli se déguise en absence inévitable. Peut-être que le plus grand effacement du Rongorongo ne réside pas dans le fait qu'il n'ait pas encore été déchiffré. Peut-être réside-t-il dans le fait qu'il reste si peu à déchiffrer, si peu de pièces, si peu de contexte, si peu de continuité. Comme si une intelligence collective entière avait été comprimée en quelques objets dispersés, arrachés de son écosystème culturel et condamnés à survivre dans des vitrines, des dépôts et des débats inachevés. Mais si une écriture, presque perdue, suffit déjà à ébranler l'histoire, la découverte suivante fait quelque chose d'encore plus inconfortable. Elle ne défie pas seulement la mémoire ou le langage. Elle défie la ligne même que nous imaginons pour l'évolution de la technologie ancienne. Au fond de la mer, parmi les restes d'un naufrage grec, est apparu quelque chose qui semblait, à première vue, juste du métal corrodé. Un fragment sans prestige, un reste. Et puis est venue la révélation, des engrenages, de la précision, de la complexité. Un dispositif ancien si sophistiqué que pendant longtemps, il a semblé trop déplacé pour être pleinement absorbé par le sens commun.
Cet objet est devenu connu sous le nom de mécanisme d'Anticythère. Aujourd'hui, il est décrit comme un ordinateur analogique de calendrier, un mécanisme capable de représenter les cycles astronomiques, d'indiquer les positions du Soleil et de la Lune, de suivre les phases lunaires, de prédire les éclipses et d'articuler différents calendriers. Le choc de cet objet ne réside pas seulement dans sa complexité, il réside dans l'implication qu'il porte. Si les Grecs ont réussi à produire quelque chose comme cela, alors combien de traditions techniques ont disparu sans laisser de descendance claire? Combien de lignes de connaissances ont été interrompues, coulées, démontées, fondues, recyclées ou simplement oubliées? C'est le type de découverte qui change la densité du passé. Soudainement, l'Antiquité cesse de sembler une longue attente du monde moderne et commence à sembler un champ plein d'avancements interrompus. Le mécanisme d'Anticythère suggère que l'histoire de la technologie peut être bien moins linéaire que nous aimons la raconter, et c'est profondément inconfortable, parce que la narration linéaire rassure. Elle dit que tout évolue en séquence, marche par marche, vers nous. Mais Anticythère semble être un pic survivant d'une chaîne brisée. C'est pourquoi il a aussi été, pendant longtemps, intellectuellement contenu. Non pas au sens théâtral d'avoir été caché dans un coffre, mais au sens plus subtil d'avoir été maintenu comme une exception admirable, une pièce singulière, une merveille isolée. Sauf que la bonne question n'a jamais été seulement « comment cet objet fonctionne-t-il ?» La bonne question est « quel monde technique a permis que cela existe ?» Et peut-être que c'est l'une des formes les plus efficaces d'effacement. Vous permettez à l'objet d'être vu, mais vous empêchez que son implication se propage. Vous célébrez la rareté, mais vous neutralisez la contagion. Vous transformez le scandale historique en pièce de musée. Et vous continuez comme si rien autour n'avait besoin d'être révisé. Mais rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent ne produit le même ébranlement structurel que la découverte suivante. Parce qu'elle ne défie pas un détail de l'histoire, elle défie le commencement même. Pendant longtemps, cet endroit a été sous-estimé, vu de la mauvaise manière, classé trop tôt comme quelque chose de banal. Puis sont venues de nouvelles fouilles. Et, sous terre, a surgi quelque chose qui ne cadrait plus dans le confort d'aucune lecture ancienne. Des piliers monumentaux, des reliefs, l'organisation spatiale, la complexité symbolique. Tout cela à une date si reculée que le problème a cessé d'être seulement archéologique. Le problème est devenu civilisationnel. Cet endroit, c'est Göbekli Tepe. Avec environ 11 000 ans d'âge, Göbekli Tepe est bien plus ancien que les monuments que nous avons l'habitude d'utiliser comme jalons de la grande architecture rituelle. Mais la question centrale n'est pas seulement l'âge. C'est ce que cet âge fait avec l'ordre des choses. Pendant longtemps, la narration dominante a été simple. D'abord, les humains se fixent, cultivent, accumulent, organisent. Puis surgissent les temples, la monumentalité, les structures complexes, la religion institutionnalisée, la coordination à grande échelle. Göbekli Tepe a insinué quelque chose de bien plus inconfortable. Peut-être que le besoin symbolique, rituel et collectif est venu avant. Peut-être que la réunion autour de structures monumentales, de croyances, de pratiques et de coopération organisée a contribué à produire la complexité elle-même que nous associons plus tard à la naissance de la civilisation. Au lieu que l'agriculture explique tout, elle n'a peut-être été que partie d'un processus plus étrange et moins linéaire. Si c'est correct, alors nous ne corrigeons pas juste une chronologie. Nous manipulons l'architecture mentale avec laquelle l'histoire a été racontée. Et ici apparaît de nouveau la logique de l'effacement élégant. Göbekli Tepe n'a pas eu besoin d'être censuré de façon grotesque pour être neutralisé au départ. Il suffit qu'il soit mal lu. Il suffit qu'il soit sous-estimé. Il suffit qu'on soit passé devant sans comprendre ce qu'on voyait. Peut-être que c'est ce qui fait le plus peur. Certaines découvertes ne sont pas éliminées parce qu'elles menacent la narration. Elles sont d'abord simplement traitées comme si elles ne menaçaient rien. Et cette forme d'erreur est puissante, parce qu'elle efface sans sembler être un effacement. Elle désactive sans avoir besoin de détruire.
Maintenant, observez le schéma complet. Un objet romain sophistiqué, répété, survivant, sans fonction définie. Un réseau de cavernes monumentales dont l'origine et la finalité restent enveloppées dans des lacunes inconfortables. Une ville construite sur du corail qui défie toute simplification logistique. Un complexe de pierres fragmentées qui résiste à la reconstruction totale. Une écriture presque perdue qui a peut-être surgi de manière indépendante. Une machine astronomique ancienne trop sophistiquée pour l'imaginaire populaire sur le passé. Et un sanctuaire préhistorique qui inverse l'ordre enseigné pour la naissance de la civilisation. La question n'est pas de dire que la science a échoué au sens vulgaire du mot. La science sérieuse fonctionne avec le doute, la révision, la lacune, la correction. Le problème est autre. Le problème, c'est que les récits publics sur le passé adorent la linéarité. Elles aiment les histoires propres, les progrès ordonnés, les explications avec un début, un milieu et une fin. Elles préfèrent un passé domestiqué. Ces 7 découvertes font l'inverse. Elles introduisent du bruit, des trous, des séquences interrompues, des connaissances sans généalogie claire, des monuments sans documentation proportionnelle, des objets sans légende, des écritures sans traduction, des technologies sans continuité apparente et, quand cela arrive, surgit une tentation silencieuse. Réduire l'impact, montrer la découverte, mais effacer la portée. Permettre l'existence du fait, à condition qu'il ne réorganise pas la vision de l'ensemble. Peut-être que c'est la forme la plus sophistiquée d'effacement. Pas détruire la preuve, ne pas nier la trouvaille. Simplement la garder entourée d'interprétations timides, de classifications mineures et de précautions sélectives. Comme si certaines pièces du passé étaient autorisées à survivre, à condition de ne pas contaminer l'histoire entière avec des questions trop grandes. Et c'est l'idée la plus inconfortable de toutes. Ce qu'on a essayé d'effacer, souvent ce n'était pas l'objet lui-même. C'était la conséquence intellectuelle de celui-ci. C'était la possibilité que certaines découvertes obligent à revoir des convictions trop anciennes, trop utiles, trop répétées. Parce qu'il est plus facile d'accepter un mystère localisé que d'admettre que nous avons peut-être compris la trajectoire humaine de manière excessivement simple. Peut-être que le passé n'est pas caché seulement parce qu'il a été détruit. Peut-être qu'une partie de celui-ci reste visible et, pourtant, intellectuellement isolé. Comme s'il était devant nos yeux, mais maintenu en dehors de la zone où il pourrait altérer le tableau général. Et cela rend la situation encore pire. Parce que, dans ce cas, le problème n'est pas l'absence de preuves. Le problème, c'est la manière dont nous avons appris à coexister avec des preuves inconfortables sans les laisser dire tout ce qu'elles pourraient dire. Si ce sont les pièces qui ont survécu, les pièces qui continuent à troubler, les pièces qui résistent encore à la domestication totale, alors la question finale n'est pas ce qui a déjà été trouvé. La question finale est une autre. Combien de l'histoire humaine continue d'être enterrée, non pas sous la terre, mais sous les explications que nous avons appris à répéter? Et si certaines de ces découvertes ont été effacées sans disparaître, réduites sans être détruites, enterrées une deuxième fois dans le récit officiel lui-même, alors la possibilité la plus troublante est peut-être celle-ci. Le prochain grand scandale de l'histoire ancienne a peut-être déjà été trouvé, sauf qu'on ne l'a pas laissé parler.